Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, temps additionnels, Bola Latina ou bien Efrikia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr, ça s'invente pas. Aussi, chers amis, sachez que le 8e numéro de Lucarne Opposé est désormais disponible, un numéro consacré aux idoles méconnues du monde Lucarne Opposé. Ces légendes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, de toutes les Amériques, j'allais dire d'Amérique du Nord, d'Amérique entière, qui n'ont pas su ou n'ont pas pu se faire connaître de l'Europe. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. Dans ce premier épisode de sa 3e saison, l'AFC Corner s'offre un sujet d'une légèreté éléphantesque, la survivance du football malgré les conflits présents ou passés. Et oui, rien que ça. Et pour cela, pour évoquer tout cela en tout cas, j'accueille Boris Ganem, preuve vivante que Lucarne Opposé étend ses frontières puisque son domaine d'expertise n'est autre que le Proche-Orient. Comment vas-tu, Boris ? Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs. Ça va très bien, et toi ? Ça va très bien. Tu es spécialisé de cette région parce que, je le vois à ton nom, hein, tu as des origines de cette région-là ? Oui, voilà, en fait, mon père est d'origine libanaise et donc ne trouvant pas d'informations sur le football arabe en français, je me suis dit qu'il était temps de combler cette lacune et donc j'ai la chance de pouvoir écrire pour Lucarne Opposé, donc sur le football du Moyen-Orient côté asiatique et d'autres petits pays d'Asie dont on ne parle pas assez souvent. Si je ne me trompe pas, c'est à toi qu'on doit des superbes insights lors de la Coupe d'Asie, aux Émirats. C'est bien ça, c'était le voyage d'une vie. Je me suis dit que j'allais supporter mon équipe nationale et découvrir d'autres footballs. J'ai eu la chance d'assister à 8 matchs, donc Liban, Arabie Saoudite, Liban, Qatar, Liban, Corée du Nord, Ouzbékistan, Turkménistan, Palestine, Australie, Palestine, Jordanie et Syrie, Jordanie. C'était de très belles rencontres, vraiment une occasion inespérée de rencontrer des supporters du monde entier qui vibrent au final pour la même chose. Bon, après le niveau, en termes de niveau de jeu, c'était peut-être pas l'apothéose, mais il y a tellement d'autres choses à côté. Non, c'est pas de la Champions League, mais c'est peut-être pas pour ça qu'on vient en finale. C'est plus pour supporter des équipes dont... Déjà, pour le côté culturel, et puis ça reste du football de haut niveau, donc tout de même. Ouais, c'est vrai. Le Qatar, c'était du très beau football, ça, il n'y a rien à dire. Oui, on en a suffisamment parlé sur l'AFC Corner et sur Lucarne Opposé de manière générale. Hein. On vante les mérites sportifs, en tout cas, de cette équipe qatari. Alors, pour reprendre un petit peu notre sujet de cet AFC Corner, quand on pense conflit et Proche ou Moyen-Orient, la première nation qui nous vient à l'esprit en 2019, c'est bien entendu la Syrie, dont l'équipe fanion masculine a pourtant bel et bien disputé la dernière Coupe d'Asie en janvier 2019, où tu étais donc, et dont tu as vu des matchs, et dont l'équipe est actuellement en course pour une qualification au Coupe du Monde 2022, et dont le championnat n'aurait été suspendu finalement que lors de l'édition 2010-2011. Alors Boris, comment le football trouve son chemin dans un pays ravagé par une guerre qui dure, on le rappelle, depuis 8 ans, désormais qui n'est pas terminée? Le football a malheureusement pris beaucoup de retard avec cette guerre. Ce n'est pas que le football, au final, c'est tout le pays qui est revenu 20 ans en arrière. Il faudra probablement 20 ans pour qu'il se relève et pour qu'il retrouve son lustre d'antan. Et malheureusement, en fait, le football a eu un gros trou de 7 ans, durant lequel il y a eu très peu de championnats, il y a eu très peu de matchs joués en général. La situation avec l'État islamique qui contrôlait une bonne partie des provinces, donc il était relégué au second rang. Et, même l'équipe nationale, c'était très compliqué de mettre des choses en place. Il y avait heureusement les joueurs expatriés ou qui ont grandi en Europe qui ont pu aider un peu l'équipe nationale, mais c'était une période très compliquée, dont ils peuvent à peine se remettre depuis 1 an ou 2. Oui, tu dis que le championnat a été très compliqué à
à dérouler. Pourtant, le palmarès continue depuis 2011, où là, ça a été suspendu. Moi, je vois Al-Shorta, excuse-moi pour l'accent, champion 2012, Al-Jaïch en 2013, Al-Wada, Al-Jaïch et puis Al-Jaïch depuis 2015. Malgré tout, ils ont réussi tout de même à faire du football dans les endroits, comment dire, encore viables, c'est-à-dire pas ravagés par les bombardements ou pas occupés par l'État islamique. C'est ça, au final, c'était surtout les équipes de certaines villes, on va dire encore sous contrôle du régime, donc c'était Latakia ou Damas, où elles ont pu survivre, mais certaines villes telles que Alep ou Homs, c'était beaucoup plus compliqué, donc c'était des championnats soit restreints, soit éparpillés un peu n'importe comment. Donc, on va dire que le plus dur est passé. Maintenant, le championnat peut reprendre vraiment son cours avec des équipes entières, mais il manque encore beaucoup de financement afin que ça soit viable. Oui, actuellement, donc le championnat a repris de manière plus globale dans le pays depuis la chute de l'État islamique. Oui, c'est ça. Il y a encore quelques régions où le pays n'est pas sécurisé à 100%. Il y a des régions où il y a encore beaucoup de combats, tant avec les minuscules, les Turcs, les Américains ou les dernières poches de l'État islamique. Mais on est sur la bonne voie, comme un peu en Irak où on a éliminé une grande partie de nuisances, on va dire, et où le championnat est également en place depuis un moment. Alors, l'Irak, on y viendra tout à l'heure, mais justement, quand on pense donc à ce conflit, donc, on a cette image des bombardements russes, américains, voilà, des bombardements de nations étrangères, mais c'est aussi une guerre civile, puisque ma foi, il y a beaucoup de Syriens engagés avec l'armée du régime de Bachar el-Assad, mais il y a aussi une armée opposante et l'État islamique, qui est composé aussi en partie de Syriens. Ça fait donc trois organismes politiques, mais quand on pense plutôt aux opposants et au régime de Bachar el-Assad, comment les clubs et même la sélection se placent vis-à-vis de ça? C'est la sélection du régime? Est-ce qu'on en parle dans la sélection? Est-ce que tu sais comment les joueurs, la fédération arrive à se situer? On va dire que maintenant il y a une sorte de consensus, c'est de plus parler de politique. C'est-à-dire que tout le monde sait que dans l'équipe nationale, il y a plusieurs opinions, donc soit des fervents partisans de Bachar el-Assad ou bien des opposants revendiqués, dont le meilleur joueur, c'est Firas El-Khatib. Désolé pour l'accent, j'espère que tout le monde comprendra. Les éditeurs de la FC Corner et des Fricas sont habitués. Ils sont parfaitement arabophones, tant mieux. Donc ce joueur, il a 35-36 ans, il arrive au crépuscule de sa carrière, mais c'était vraiment la grande star du football syrien. Et il se revendiquait opposé au régime. Il a eu beaucoup de problèmes pour ça. Mais il est revenu en sélection. On va dire qu'il y a une sorte de... On fait table rase de certains actes. Au final, ce n'est que de l'opposition. Il n'a pas pris les armes. Et donc il y a dans l'équipe nationale les deux courants qui cohabitent. Dès qu'on ne parle pas de politique, et tout le monde est impliqué pour la Syrie. Mais dans le passé, au début de la guerre civile, il y avait un des joueurs syriens, Abdelbasset Sarout, qui avait pris les armes dans l'armée syrienne libre. Et, donc par après, il a eu beaucoup de problèmes, bien sûr, et lui n'est pas revenu en équipe nationale. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, puisque la Syrie, donc on l'a dit, a représenté la Syrie, a représenté sa nation à la Coupe d'Asie 2019, elle représente encore actuellement pour les qualifications à la Coupe 2022 au Qatar. Quand on est syrien, quand on est joueur syrien comme ça, du coup, on représente qui? Je sais qu'on ne parle pas de politique, mais au final, du coup, on représente qui? On représente son peuple. C'est proche, on représente sa nation, parce qu'au final, on ne va pas rentrer dans un débat politique, mais que les gens soient opposés ou soit avec Bachar, au final, ils sont pour la Syrie. Une Syrie en paix, une Syrie où il n'y a pas de guerre. Donc, je pense que tous les joueurs, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, savaient que le football permettait de réunir les gens au-delà de l'aspect politique, quoi. On joue pour la Syrie, on joue pour oublier les souffrances, pour apporter un peu de joie au peuple, peu importe ses penchants politiques. Donc, malheureusement, la Coupe d'Asie n'a pas été très glorieuse pour les Syriens. Éliminés à la phase de groupe. Ouais, au premier tour, alors qu'ils avaient failli se qualifier à la Coupe du Monde 2018. Il a fait un parcours remarquable qui s'était arrêté face à l'Australie en barrage. Et là, vraiment, on sentait tout le pays derrière eux. Et on fera le parallèle avec l'Irak par après, vu qu'ils avaient gagné la Coupe d'Asie en 2007, un peu dans les mêmes conditions, donc une guerre civile atroce. Et cette victoire a permis de rapprocher tout le monde. Enfin, on voyait des Kurdes, des sunnites, des chiites, des chrétiens fêtés dans la rue, un triomphe que personne n'attendait.
Et on imagine, justement pour parler un petit peu des voisins, avant encore de parler de l'Irak, ou même d'ailleurs on peut en parler de l'Irak, l'Irak, pardon, c'est un exemple plus récent, c'est un voisin de la Syrie, un voisin à l'Est. L'Irak est même parvenu, les Irakiens, à remporter la Coupe d'Asie 2007, malgré un conflit qui avait débuté 4 ans plus tôt, en 2003, et qui n'allait s'achever qu'en 2011. C'est un cas à part, l'Irak, ou une preuve que le football, le sport, trouve toujours un chemin, selon toi? Je pense que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, l'Irak est une terre de football. On se rend pas compte à quel point les gens là-bas sont dingues de foot. C'était qualifié pour la Coupe du Monde en 86. Il y a toujours eu des joueurs de talent là-bas qui étaient soit bloqués par le fils de Saddam Hussein, qui était Oday, qui tenait les rênes de la fédération et qui a empêché le professionnalisme en Irak jusqu'à fin des années 80. Donc, on est passé à côté de grands joueurs. Et au final, tu parles de la guerre en Irak. Pour moi, elle n'a pas commencé en 2003. Elle a commencé dès l'embargo, en fait, qui s'est mis en place après dès la la première deuxième guerre du du Golfe. Voilà, c'est ça. Donc, à ce moment-là, déjà, c'était très difficile pour les Irakiens. Puis, il y a eu l'invasion américaine qui s'est achevée à un certain moment. Et puis, il y a eu l'État islamique qui a fait un main sur une grande partie du pays. Et malgré ça, malgré tous ces problèmes, on dirait qu'il y a une sorte de résilience au sein du peuple irakien de surmonter ces problèmes par le biais du foot. Et donc, ce parcours en 2007, il était incroyable. Personne ne s'attendait à ce qu'une nation déchirée, avec des joueurs éparpillés dans le monde entier, puisse remporter cette coupe. Mais comment on bâtit du coup une victoire comme celle de l'Irak en 2007, alors que du coup toutes les infrastructures sont ravagées, la fédération parfois j'imagine a dû perdre physiquement des personnes. Comment on bâtit un succès? Comment on continue de vivre le football d'un point de vue structurel? Ça c'est une très bonne question. Je vais faire le parallèle avec le Yémen maintenant, qui est dans une situation tout aussi épouvantable. En guerre contre l'Arabie Saoudite. C'est ça. On fait avec des bouts de ficelle en fait. Des fois, on peut compter sur des réseaux alliés. Donc, les Irakiens avaient quand même quelques alliés dans la région qui leur ont permis de bénéficier des infrastructures telles que l'Iran ou Bahreïn ou la Turquie. Donc, ils ont pu au moins rassembler des joueurs qui jouaient dans des championnats tout aussi divers. Mais curieusement, le championnat était encore là, même si il était réduit à peau de chagrin et avec des obstacles qu'on ne s'est même pas imaginés en Europe, quoi. Et comment, pour revenir à ce problème d'infrastructure, du coup, comment on s'entraîne, comment on travaille en sélection quand on n'a peut-être pas d'endroit pour travailler en sélection? Ça, il faudrait être dans les arcanes des fédérations. Malheureusement, moi, c'est pas mon cas. Mais je sais qu'ils trouvent toujours des solutions, que ce soit via des clubs. Il y a pas vraiment en fait de centre national comme en France on a Clairefontaine. Là-bas c'est un peu la débrouille. Je vais faire un parallèle avec la situation des joueurs professionnels, par exemple au Liban, où très peu au final gagnent leur vie uniquement via le football. Ils sont souvent semi-professionnels. Encore aujourd'hui? En Syrie aussi. Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui touchent un revenu très faible. Des fois, ça va de $500, quoi. Ah oui. $500 au Liban, c'est pas toujours évident pour vivre avec, sauf si vous êtes une grande star ou un joueur étranger d'un pays renommé, vous pouvez toucher un salaire sympathique, on va dire. Mais chez nous, on dit que le football n'apporte pas le pain. Ouais. Et littéralement, il y a beaucoup qui ont un travail sur le côté. D'accord. Justement, tu en parles du Liban, voisin au sud, ce coup-ci de la Syrie, qui a connu un conflit majeur entre 1975 et 90. Comment s'en est sorti comment on s'en sort au niveau sport, au niveau football, d'un conflit aussi long après pour reconstruire, comment on reconstruit le football dans un pays qui a été ravagé aussi longtemps par un conflit? Oui, comme tu l'as dit, le conflit était très très long, c'était une quinzaine d'années. Et on va dire qu'il a refaçonné l'image du Liban, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tout est lié quelque part à la guerre et à ses conséquences. Donc, on ne le rappellera jamais assez, mais c'est une guerre sectaire où tout le monde était contre tout le monde. Les alliés d'hier étaient les alliés de demain. On se battait entre musulmans, entre chrétiens, entre druzes. Tout le monde était impliqué, c'était une soupe pas possible. Et du coup, en fait, au lendemain de la guerre, faut se rendre compte qu'on a un État très faible et des partis politiques très puissants et des communautés surtout très puissantes parce que le Liban est... De par le monde, il y a une très grande diaspora. Exactement, voilà. Mais la politique libanaise est basée sur les communautés religieuses, en fait, ethnico-religieuses. Donc chaque
chaque communauté a un représentant qui a un rôle spécifique. Donc, par exemple, le président doit être chrétien maronite, le premier ministre est musulman sunnite et le président du parlement est chiite. Enfin, c'est compliqué. On dit souvent que si vous avez compris la politique libanaise, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Je trouve que c'est vraiment le cas. Et donc, au lendemain de la guerre, il y a une sorte de vide, il n'y a plus rien dans le pays, il faut tout reconstruire. Et il y a parmi les acteurs, soit de la guerre, soit de l'après-guerre, il y a par exemple Rafik Hariri, qui est décédé en 2005 dans l'explosion de sa voiture, et qui dirigeait le parti Mustaqbal. Donc, c'est le courant du futur et qui était un parti sunnite. Donc, qu'il a racheté, en fait, soit investi dans certains clubs comme Al-Ansar et Al-Nejmeh. Ça, on va revenir après sur ce club-là. Et on a fait une super puissance dans les années 90. Et par ailleurs, d'autres communautés ou partis politiques ont investi d'autres clubs. Je pense à Al-Ahed, qui est le club soutenu officieusement par le Hezbollah, mais même si c'est encore un peu plus compliqué. Il y a Al-Safa qui est soutenu par les Druzes, il y a le Racing Beyrouth, les Grecs orthodoxes, Salam de Zgharta qui est soutenu par les Maronites et la famille Frangier. Enfin, c'est très compliqué, on pourrait en parler des heures. Les ramifications politiques ne laissent pas le Liban tranquille. D'accord, donc les ramifications politiques, comme ça, le plus grand pluralisme politique du pays et communautaire, fait que le football est encore pris en otage par cela? Ouais, tout à fait. Mais au final, le football n'est que le reflet du pays. Hein. Il y a des tensions encore vives et des immobilismes politiques dus à des situations aberrantes. C'est du clanisme des fois plus qu'autre chose. Et pour moi, ça empêche le Liban d'avancer. Il y a une grande défiance des Libanais par rapport à l'État. C'est des gens qui n'ont jamais pu compter que sur eux-mêmes pour se construire. Donc voilà, il n'y a pas d'argent public investi dans le football. Les clubs ne peuvent pas compter sur des recettes importantes, tant au niveau du merchandising que de la billetterie. Donc souvent, ce sont soit des riches entrepreneurs qui se les accaparent, ou bien c'est les partis politiques qui en profitent pour faire de la publicité à travers le club. D'accord, et tu parlais, donc tu as cité le club du Nejmeh SC. Dans Efrika, on avait fait un double épisode, double podcast sur l'exposition Foot et Monde Arabe qui se déroulait à l'Institut du Monde Arabe à Paris, et il y avait une partie consacrée au Nejmeh justement SC. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce club est si particulier au Liban? Écoute, c'est un peu ce que je disais, c'est que dans l'après-guerre, chaque club était rattaché, on va dire, à un parti politique. Et déjà, même certains avant la guerre. Et le Nejmeh, en fait, a toujours fait la promotion d'un multiculturalisme. C'est un club extrêmement populaire encore maintenant, tant parmi les sunnites que les chiites, que les druzes et que les arméniens. Enfin, il y a une fanbase extrêmement grande, déjà au fait de ses nombreux succès. Et puis, Pelé est venu dans les années 70 jouer un match avec le Nejmeh. Donc, il faut se rendre compte de l'importance de Pelé qui débarque au Liban à ce moment-là. Enfin, ça devait être quelque chose d'incroyable. Et il y a beaucoup de Libanais qui se remémorent avec nostalgie justement cette époque où tout le monde pouvait supporter un club, peu importe sa confession, sans que ça devienne des dérives sectaires. Mais après la guerre, la famille Hariri a quand même investi des billes dedans. Donc même si le club n'est pas officiellement sunnite, on va dire qu'il commence à y avoir une tendance à vouloir séparer un peu les fans des autres confessions. Donc il y a une résistance au sein de certains fans qui réclament le retour de Omar Randoud, donc qui était le précédent propriétaire et qui lui faisait vraiment l'éloge du multiconfessionnalisme qui est à la base de l'image du Liban et qui a apporté autant de joie que de peine malheureusement. Au final, quand tu l'as dit, tu nous l'as très bien exposé avec le Liban et les clubs gangrénés par des partis politiques ou des gros investisseurs, la Syrie évidemment avec le conflit et l'Irak. Comment dire, aujourd'hui, pour ces pays-là, l'intérêt, l'enjeu national l'emporte sur le sportif en matière de football. Oui, ça dépend dans quel pays en fait, dans le sens où en Syrie et en Irak, surtout en Syrie, c'est encore le régime bassiste, donc un régime de base socialiste. Et c'était le cas encore en Irak et on va dire que ça continue. C'est-à-dire qu'il y a des clubs rattachés à certains ministères. Donc, par exemple, je prends le cas de l'Irak où il y a 4 gros clubs actuellement, c'est Zawra, Al-Talaba, Al-Shorta et Al-Quwa Al-Jawiya. Encore une fois, je m'excuse pour les auditeurs pour mais non, mais mon accent, c'est comme ça. Parfait, ils vont s'y faire.
Et donc en fait, parmi ces 4 clubs qui sont les plus importants dans le pays, il y en a 3 qui sont rattachés à des ministères. Donc Al-Shorta, c'est la police. Aqwa Al-Jawiya, qui a gagné 3 AFC Cup, c'est les forces aériennes. Et par là, c'est le ministère de l'Éducation. Donc c'est souvent des ministères qui sponsorisent. Il y a aussi Al-Naft. Donc, voilà. Tous les clubs qui commencent par Al-Naft, c'est les industries du pétrole, qui sont situées un peu partout dans le pays. En Syrie, on a pareil, on a aussi Al-Shorta, on a Al-Jaysh qui représente l'armée. Donc ouais, là aussi, c'est encore plus imbriqué qu'au Liban, où au final, ce sont des manœuvres politiciennes plutôt que des structures d'État. Mais en Irak, ça commence à changer. On commence à avoir pas mal d'investisseurs privés qui sont poussés un peu par le gouvernement à investir dans le sport, parce que les Irakiens sont fous de foot. Ils ont construit des nouveaux stades, mais ultra modernes à Basra et à Karbala. Donc ils ont même récemment ils ont accueilli le championnat d'Asie de l'Ouest. Ils ont perdu en finale inexplicablement. Il y a un renouveau du football avec la situation sécuritaire qui s'améliore. C'est pas encore parfait, mais on commence à arriver à un résultat satisfaisant. Donc maintenant, il faut croiser les doigts pour que les clubs puissent progresser à leur aise et que certaines mentalités changent. Dans le sens de mentalité, il y a ce joueur qui s'appelle Mohamed Ali qui a crevé l'écran lors de la Coupe d'Asie. Il a 18 ans, c'est un monstre, il marquait 3-4 goals. Tout le monde le voulait, la Juventus, Manchester City, Galatasaray, enfin la crème de la crème. Et son club l'a poussé à signer au Qatar à Al-Duhail. Donc tout le monde était surpris en se disant il choisit l'argent, il est bête, mais au final, on s'est rendu compte après investigation qu'il n'avait pas eu son mot à dire. Donc c'est encore une mentalité qui freine les joueurs, parce que envoyer ce gamin là-bas, c'est presque l'enterrer, et c'est nuisible pour l'équipe irakienne au final. C'est une mentalité qu'il faut changer, mais ça va prendre du temps. Bien sûr. Et bien justement, pour imaginer un peu le futur, on va terminer là-dessus. Quels sont les enjeux pour le futur, pour l'avenir de ces pays-là en termes de football pour la Syrie, le Liban, l'Irak? Les enjeux sont multiples. Enfin, il y a énormément à faire. C'est des pays qui sortent de la guerre, donc qui sont dedans. Ouais, ou qui sont dedans. Voilà, il y a encore des lacunes énormes à combler. Au niveau du Liban, je sais qu'il y a beaucoup de demandes de clubs pour même de la fédération qui essaie de mettre des choses en place. Mais c'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent, donc c'est pas assez d'infrastructures, ou bien elles sont vétustes et mal entretenues, un système de scouting qui est assez mauvais, des règles un peu absurdes pour faire jouer les étrangers au détriment de jeunes Libanais ou de jeunes Syriens, etc. En Syrie, là, il faut carrément presque repartir de zéro. Il y a un championnat qui se joue, il y a des joueurs qui sont là, mais des stades insalubres, des terrains, c'est digne de district, quoi. Donc, ça prendra du temps. C'est un enjeu majeur, je sais, pour la plupart des pays, parce que au final, le sport est un catalyseur d'espoir. Donc, comme disaient les Romains, du pain et des jeux, ça fait partie de la réalité. Mais là, pour l'instant, en Syrie, c'est un peu compliqué niveau budget. Je sais que la fédération a beaucoup de problèmes, et le sélectionneur, c'est un pompier de service, c'est Fajar Ibrahim, qui fait du bon boulot, mais avec les moyens du bord. Donc, tant que le pays ne se remettra pas entièrement, je pense que le football sera mis un peu en veilleuse, quoi. Il y a des très bons joueurs qui jouent quasiment tous à l'étranger, surtout dans le golf. Et eux, ils peuvent encore apporter l'espoir de se qualifier pour la Coupe du Monde. Enfin, on va suivre les prochains matchs avec attention, mais localement, ça va être difficile. D'accord. Finalement, le pays où il y a le plus d'avancées, où c'est encore assez stable, c'est l'Irak. Et malgré les histoires avec l'État islamique, a des clubs très puissants dans lesquels il y a eu beaucoup d'investissements. Donc, je parlais de Aqwa Al-Jawiya qui a remporté 3 compétitions continentales de suite. Il y a le Zawra qui a débuté en AFC Champions League, et ils ont fait quelques sports épatants. Donc, pour eux, je me fais moins de soucis. C'est plutôt la Syrie et le Liban où il y a encore des choses à revoir. D'accord, très bien Boris. Donc on conclura en se disant que voilà, le football trouve toujours un chemin, mais c'est parfois au profit, quand il trouve un chemin, c'est parfois au profit de gens parfois pas toujours bien intentionnés. Mais l'Irak montre qu'il y a toujours certains espoirs. Et ben écoute, merci Boris. Ton accent t'a légèrement trahi. Il y a eu un petit 70 et un petit goal aussi. Il a marqué des goals. Donc voilà, nos auditeurs attentifs auront remarqué que tu es belge puisque tu vis à Bruxelles. Merci beaucoup Boris. Merci Simon, bonsoir à tous. Merci, on te retrouvera très bientôt dans l'AFC Corner pour parler de ces pays-là. Merci à tous de nous avoir... Eh bien oui, avec plaisir pour nous aussi.
Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis!